Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans épisode suivant, votre émission dédiée au streaming et aux séries sur Tech & Co. Et on va s'intéresser aujourd'hui à ce qui pourrait bien être le deal du siècle dans l'industrie cinématographique et si Netflix rachetait Warner Bros. Netflix ou un autre puisque voilà, Warner Bros, historique studio hollywoodien, est à vendre et la plateforme de streaming est sur les rangs avec 2-3 autres gros poissons. Si ça venait à se faire cette vente, quel que soit l'acheteur, si c'était Netflix, ce serait encore plus important et plus fou encore pour l'industrie, mais quoi qu'il arrive, ça aura des conséquences artistiques et économiques assez folles. Warner Bros, c'est un énorme morceau à Hollywood, que ce soit dans la télé ou au cinéma. Et pour décrypter tout ça, je suis en compagnie de Guillaume Boutin et Romain Béis. Bonjour messieurs. Salut Clément. Comment vous allez ? Très bien. Très en forme. Très content d'être Vous là. avez révisé vos bilans comptables et autres documents techniques. Guillaume, cofondateur du site Sens Critique et de l'app Sens Critique aussi, qui est toute belle, toute neuve. On en dira un mot à la fin de l'émission. Tu nous la présenteras puisqu'elle vient de sortir juste avant qu'on fasse l'émission quasiment. Et Romain, cofondateur et animateur du podcast Originals. Tout à fait. Avec mon plus bel accent. Podcast consacré comme nous aux séries et au streaming qui sort toutes les semaines. Netflix est-il l'ogre dont Hollywood a peur ? C'est parti pour notre débat de la semaine. C'est donc la bataille qui agite Hollywood en ce moment. Warner Bros, l'un des studios de cinéma historiques de Los Angeles, est à vendre et Netflix a formulé une nouvelle offre. Il y a eu 2 offres, une première mi-novembre et une deuxième offre qui est arrivée lundi au conseil d'administration de Warner Bros Discovery. C'est tout le groupe, pas seulement la division cinéma, c'est Warner Bros Discovery. Donc il y a du cinéma, du streaming, des chaînes de télé. Donc offre formulée lundi, offre supérieure à celle qui avait été formulée évidemment, mais aucun montant n'a pour l'instant été dévoilé. Netflix est en concurrence sur ce dossier avec, je le disais, 2 gros acteurs. Il y a le câble opérateur Comcast qu'on ne connaît pas nous en France sous ce nom-là. On connaît les chaînes que détient ce câble opérateur. C'est d'abord effectivement un opérateur de télécom, mais c'est aussi le propriétaire des chaînes Sky, CNBC, etc., qui sont des grosses chaînes américaines. Et puis il y a en face le groupe Paramount Skydance qui vient tout juste d'être fusionné, donc il pourrait s'ajouter éventuellement une nouvelle division. C'était la fusion de 2 entités de cinéma, Paramount et Skydance, qui est le favori dans ce dossier parce qu'il est celui qui se rapproche le plus aussi des activités de Warner Bros Discovery. Mais Netflix, c'est un peu le grain de sable dans la machine parce que pourquoi pas eux finalement. On va juste resituer un peu ce débat. Guillaume, Romain, peut-être Warner Bros, forcément, c'est un nom iconique à Hollywood. Quand on pense cinéma, on pense Warner Bros, quoi. Ouais, oui, évidemment, c'est 100 ans d'histoire. Enfin, c'est plus de 100 ans d'histoire. On a fêté les 100 ans de Warner, je crois, il y a 1 an ou 2. Il y a 2 ans, tout à fait. C'était en 1923 la création. Voilà, donc on n'est pas loin de la création du cinéma non plus. Enfin, j'extrapole un petit c'est peu. C'est un des 5 grands studios de l'époque de l'âge d'or des années 30, voilà, qui ont fait rêver tout le monde à l'époque et qui sont toujours là. Toujours là, toujours influents, toujours majeurs. Et puis derrière Warner, le nom Warner, il y a des licences, des franchises, il y en a plein. Évidemment, on pense tout de suite à Harry Potter pour les plus jeunes, mais aussi Le Seigneur des Anneaux qui est passé dans l'escarcelle de Warner. Mais pour les plus anciens de ma génération, c'est aussi évidemment L'Arme Fatale, c'est aussi des trucs comme Matrix il y a une vingtaine d'années. Il ne faut pas oublier que c'est aussi des grands noms. Il y a la plupart des gros Scorsese, c'est chez Warner. Les Kubrick, c'était chez Warner. Christopher Nolan aussi pendant très longtemps. Donc c'est comme tu le dis, c'est tentaculaire. C'est aussi HBO à la télé. Donc tout ce qu'on appelle le Big Five des grosses séries à l'aube des années 2000 qui crée ce mouvement autour des séries aujourd'hui, il arrive là, il est très très poussé par HBO, donc aujourd'hui par Warner. On va parler des scénarios de rachat, mais Guillaume, le fait que Warner Bros soit à vendre, quoi qu'il arrive, ça va être un coup de tonnerre, quoi. Ça va être un truc qui va redessiner les lignes de l'industrie. Complètement. De toute façon, on est toujours au final dans cette transformation structurelle qu'on voit depuis, je dirais, une quinzaine d'années avec l'émergence du streaming. On arrive à un moment où globalement, peu de gens arrivent à gagner de l'argent, parce que le cœur du sujet, c'est quand même ça, que globalement, on a Netflix aujourd'hui qui est rentable. Amazon, Apple, en vrai, ils s'en fichent un peu parce que leur stratégie n'est pas d'être rentable avec ces plateformes. On est sur des offres qui s'inscrivent dans une offre globale. Il y a Disney qui gagne toujours pas non plus de l'argent. Et d'ailleurs, ce qui a été fou, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, quand Disney s'est lancé, ils ont fait un lancement tonitruant. C'est-à-dire, ils sont lancés, entre guillemets, coup de bol avec le Covid, explosion. Ça devait être le concurrent de Netflix. Et surtout, ils ont explosé leur perf. C'est-à-dire qu'ils s'étaient donné des objectifs qu'ils ont dépassés. Et à l'issue du truc, ils perdaient de l'argent. C'est-à-dire que
toutes les équations qui avaient été faites, au final, ça a été quand même un premier coup de tonnerre, donc il y a 2-3 ans, où quand même là, les gens commencent à se rendre compte que ça devient très compliqué de gagner de l'argent, clairement, il y a une réalité économique, et qu'aujourd'hui, sur le streaming, au final, Netflix bouffe tout, donc il n'en reste pas beaucoup pour les autres. Et effectivement, c'est aussi un mouvement de fond qui veut que maintenant tous ces grands acteurs soient à cheval entre la télé et le cinéma. C'est-à-dire que Warner Bros. Discovery avait HBO. On a parlé de Disney, qui a donc évidemment Disney+, Paramount, Paramount+. C'est aujourd'hui Et Universal essentiel. avec Universal, aux exactement, qui a États-Unis, ses chaînes aussi, et sa plateforme. Au fond, Netflix, ce serait la logique inverse. C'est on vient du streaming et on s'achète une division de cinéma. Aujourd'hui, Netflix, déjà, Netflix, avec toute la réussite, ils ont quand même ce point qui reste pour l'instant pas encore adressé et qui devra probablement l'être un jour, c'est le catalogue. C'est-à-dire que Netflix n'a pas un vrai beau catalogue comme tous les studios, donc ils achètent aux différents acteurs, ils ont leur propre production, mais qui, même si elles sont nombreuses à l'échelle du catalogue, c'est rien du tout. Puis Ouais. ils ont les licences qu'ils ont réussi à créer, donc soit ils continuent à acheter comme maintenant, mais on peut imaginer que si le marché se concentre, il y aura moins de vendeurs, donc peut-être que ça va leur coûter beaucoup plus cher versus aujourd'hui Ça, c'est possible. d'acheter. Pour rappel, Netflix, alors je ne sais plus si ça existe encore, mais leur plus grosse dépense, c'était Friends, justement, qu'ils achetaient à Warner. Ouais. À l'époque, c'était 100 millions de dollars par an, je ne sais plus où ça en est. Mais donc ça montre quand même que voilà, ils vont avoir ce besoin de catalogue. Et après, la salle, évidemment, et peut-être que Netflix pourrait démontrer qu'on peut vraiment gagner de l'argent avec la salle. Ce sera intéressant. Romain, on évoque dans ce dossier, donc Netflix, dans lequel est assez bien positionné. Dans cette nouvelle offre qu'elle a formulée lundi, Netflix a sorti un argument assez béton, c'est le cash, tout simplement. On va parler, franchement, c'est le cash. Ils ont fait une offre en disant, voilà, nous, on peut régler une grande partie de ce qu'on vous propose en cash. Le patron de Warner Bros, il espère quelque chose autour de, enfin, en tout cas, un deal qui valoriserait l'entreprise autour de 74 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'une grande partie de ça en cash, c'est quand même que Netflix peut se le Avec beaucoup de permettre. dettes, attention. Il y a beaucoup de dettes. Plombés par une très, Des- très Ouais. grosse dette. Des Warner. choses, voilà, c'est des studios, effectivement, Warner, qui sont en difficulté malgré tout. Mais Netflix qui sort le chéquier, Guillaume l'a un peu dit, c'est pas tous les jours non plus, quoi. En tout cas, pas pour des acquisitions de ce genre. C'est pas tous les jours, mais là, il y a la logique effectivement d'aller sabrer un concurrent direct, mais il y a quelque chose de plus stratégique aussi, c'est de compléter une offre qui, face à ses concurrents, est pas tout à fait aussi étoffée. Warner, comparé à Netflix, on l'a dit, c'est du cinéma, c'est de la télévision, c'est une plateforme, c'est aussi des réseaux de distribution. Enfin, on a vraiment tous les secteurs de l'activité audiovisuelle américaine qui sont représentés. Netflix n'est pas ça. On sait d'où il vient, en l'occurrence. C'est un pure player plateforme qui a ses propres productions, mais comme tu le disais à l'instant, pas un énorme catalogue un petit peu classieux comme on peut l'avoir chez Paramount, comme Disney l'a eu en rachetant la Fox, etc., etc. Donc là, on a une plateforme qui a la possibilité de venir compléter, mais ça se fait pas sans certains risques et certaines peurs qui agitent vraiment en interne toute l'industrie. Évidemment, on Également. va revenir là-dessus. Vas-y, Guillaume. Pardon, c'est marrant, tu donnais le montant, mais c'est vrai que le montant du rachat de Fox, quand Disney a racheté Fox il y a 8 ans, je crois, ou 7 ans, c'était 70 milliards de dollars. On était à peu près sur cet ordre de grandeur. Ce que vaut aujourd'hui un studio de cinéma. Si Un jamais très vous avez gros ça studio, parce en qu'MGM, poche. c'était beaucoup moins. Quand Amazon, Oui, MGM, Amazon les avait rachetés pour 8 milliards, je crois. MGM, à part James Bond, il restait plus des masses de licences. Oui, mais tu as vu qu'ils se relancent dans la distribution, ça c'est intéressant. Ils ouvrent un. Là, MGM redevient un distributeur, donc ça va être le distributeur salle de Amazon, au final. Petit distributeur à l'échelle des très gros studios, mais c'est aussi intéressant de voir qu'Amazon va finalement aussi sur la salle. Un chiffre qui est intéressant peut-être à donner, Warner Bros, c'est 13% l'an dernier des revenus du box-office américain. Alors la salle se porte pas très bien, mais malgré tout, ça reste le troisième acteur en termes de part de marché, derrière Disney qui est à 25% et Universal qui est à 17%. Si on fusionne Netflix et Warner Bros, potentiellement, est-ce que ça ne nous donnerait pas l'acteur numéro 1 du cinéma et du streaming, quoi? Le plus gros acteur du secteur? Probablement, il va y avoir des. Parce qu'après, bon, c'est vrai que sur le papier, c'est fou, mais il y a quand même les lois antitrust aux États-Unis qui sont très importantes et qui pourraient bloquer. Et surtout, il y a une vraie dimension politique dans tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est certain, c'est que le rachat de Warner ne se fera pas sans l'aval des autorités. Et de Trump, on va dire le bon, enfin, en tout cas de l'administration, Vu de la Maison présence de Blanche. Donald Trump dans tous les cas. Bien sûr, et l'idée, surtout, n'oubliez pas que Skydance appartient à Larry Ellison. Donc Larry Ellison, le milliardaire, enfin le patron d'Oracle, très très grand soutien de Trump.
qui a donc décidé de racheter Paramount. Donc Skydance, c'est beaucoup plus petit que Paramount. Donc voilà, on a fait un chèque, on a racheté Paramount. Pardon. Et là maintenant, ils se disent, on veut racheter aussi Warner. Et il faut quand même y voir, et il y a cette dimension qui est essentielle, un sujet politique, probablement d'influence, comme on peut le vivre un petit peu dans tous les pays aujourd'hui. Il faut savoir que Trump, il y a des chaînes d'infos qu'il n'aime pas, qui appartiennent justement à Warner. Il y en a qui appartiennent aussi à Paramount, etc. Donc, il y a tout un contexte politique. On pourrait dire en résumé que la réalité économique voudrait que ce soit Netflix qui rachète. Mais si c'est une volonté politique qui s'impose, il est très possible, au final, que ce soit Paramount. Mais en tout cas, c'est sûr que ça ne se fera pas. Enfin, c'est sûr. J'aime pas faire les prédicteurs comme ça, mais en tout cas, de ce qui se dit. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a une volonté il y a une prise en main. Et c'est assez intéressant, que ce soit même les médias classiques. On peut le connaître en France. Bon, je ne vais pas faire de polémique, mais aujourd'hui, la majorité des médias appartiennent à des milliardaires. Bien sûr. Et puis même en France, le Pathé a fait rentrer à son capital CGM, etc. Enfin, il se passe des choses, oui, on voit cette espèce... ça va du média aux plateformes en passant par la distribution, donc le sujet politique est clé. C'est intéressant parce qu'effectivement, nous, ce qui nous intéresse en France, de loin, quand on voit le truc, c'est plutôt Netflix, le cinéma, les séries, etc. Aux États-Unis, ce qui va peut-être plus les concerner, c'est au fond les chaînes de télé et l'influence politique qui se joue entre CNN, CNBC, etc., les Sky. Mais tu sais, ça a toujours été, c'est marrant, mais les studios, au final, ont toujours été quand même des instruments politiques. Ça a aidé ne serait-ce qu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Enfin, ça a toujours été aussi un instrument indirectement du pouvoir américain de toute façon. Et surtout que les lois antitrust, ça se contourne via du lobbying, via des pressions qui peuvent être faites à droite à gauche. Moi qui suis aussi dans le commentaire du jeu vidéo, on a vu récemment Microsoft récupérer Activision Blizzard. Alors ça a été un vrai sujet polémique qui a suivi pendant des semaines, des mois. Beaucoup de verdicts d'antitrust justement en Europe. Et malgré ces sonnettes d'alarme qui ont été justement sonnées du côté européen ou international, ça s'est fait, mine de rien. Et on en est encore... négocier contre des garanties, des choses qui sont données ou des toutes petites ventes dans ces divisions-là. On va céder tel petit truc dont pas grand monde se fout finalement, mais pour donner en garantie, quoi. Et les garanties sont souvent à durée limitée. Oui, voilà, on va dire, mais regardez, on devient plus gros, donc on va baisser les prix pour les utilisateurs, et puis bon, au bout de 2 ans, on remonte les prix et finito, quoi. Romain, tu l'avais évoqué un petit peu, on va revenir un peu aux paillettes et au cinéma. Warner, c'est 100 ans d'histoire quand même, c'est assez énorme, c'est un catalogue de dingue, hein, tu les as cités, Harry Potter, les films Batman et Superman, le carton de Minecraft aussi cette année qui ouvre une nouvelle IP qui peut porter Warner. Il y a eu Barbie en 2023 qui a été un immense succès. C'est un studio qui sait sortir des hits, qui a aussi eu des difficultés. Hein. Ils ont eu pas mal de bids avant Minecraft. On a beaucoup glosé aussi sur le fait que Warner allait couler. Ils ont été sauvés par Minecraft, entre guillemets. Est-ce que c'est une aubaine vraiment pour Netflix ? Est-ce que le catalogue de films, au fond, évidemment, qu'ils vont le récupérer s'ils gagnent, etc., ce sera forcément un atout de les avoir. Mais est-ce que c'est vraiment l'essentiel pour eux ? Est-ce que ce catalogue a vraiment un intérêt à l'heure des plateformes aujourd'hui ? Est-ce que ça peut être un game changer ? Les gens vont se dire, ah bah tiens, je peux aller regarder Barbie sur Netflix maintenant. Est-ce que je peux aller regarder le film Superman, etc. Je pense qu'il y a un vrai positionnement de récupérer Warner pour Netflix et aussi d'aller en contre direct de Marvel et de Disney, quelque part. Et ce genre d'opposition-là, on peut le voir aussi dans tout ce que peut proposer Warner que Netflix n'a pas forcément. Après, il y a quand même une grande question, c'est une véritable aubaine pour Netflix si jamais ils peuvent acquérir tout ça, parce qu'ils vont pouvoir justement alimenter un catalogue avec autre chose que des productions maison ou des productions très récentes, même si c'est des succès internationaux. Et il faut se dire que déjà sur Netflix, il y a une volonté d'aller un petit peu donner les coups des franches à des réalisateurs, à des grands noms, de s'acheter une vitrine comme ça. Donc de le faire à travers des films qui ont été multi-récompensés ou qui font partie de l'histoire du cinéma, c'est sûr que ça peut être un mouvement intéressant. Après, il y a vraiment un risque aussi, c'est qu'on l'a vu, Netflix est très fort pour marketer ses séries. On le voit là en ce moment avec Stranger Things, qui est vraiment dont on entend parler partout. Par contre, les lancements de films sur Netflix, c'est un peu plus compliqué, événementialisé chez eux. Donc je me dis, le savoir-faire de Warner peut être un plus, mais attention aussi aux risques, notamment en France, avec la chronologie des médias. On sait que nos amis américains ne sont pas très fans. De se retrouver avec peut-être le prochain Seigneur des Anneaux en France, pas au cinéma. Donc il y a vraiment des risques comme ça, mais mine de rien, si on se positionne du côté de l'acquéreur potentiel, donc dans l'hypothèse Netflix,
il y a une vraie stratégie, mine de rien. Il y a aussi peut-être un point, c'est de peut-être plus se faire «avoir» entre guillemets, parce que tu l'as évoqué justement, ça c'était aussi une vitrine pour des cinéastes qui avaient du mal à faire éclore des projets. Puis Netflix, il disait: «Bah, évidemment, David Fincher, viens chez nous, on va te payer des millions pour faire des films que finalement pas grand monde va regarder, parce que ça fait un peu classe». Il y a eu ces blockbusters, ceux des frères Russo notamment, celui dont le nom Red Notice, je crois aussi, Mmh. avec The Rock, qui ont coûté des centaines de millions, qui n'auraient pas coûté probablement ce prix-là s'ils avaient été faits par un studio de cinéma bien installé, et cetera. C'est aussi l'opportunité pour Netflix de s'asseoir une crédibilité dans ce milieu, quoi. Je pense que ça va au-delà de la crédibilité parce qu'il y a quand même un constat, comme tu le soulignais, c'est que aujourd'hui, en fait, événementialiser un film sur une plateforme, c'est très, très, très Très dur, ouais. difficile, même à coût de centaines de millions de dollars. Le passage par la salle, en fait, aujourd'hui, la salle, en fait, donne au film son statut, en fait, Une assise. voilà, Ouais. une assise. Il va de toute façon, c'est-à-dire que, tu vois, j'ai donné un exemple tout bête, mais quand tu regardes les sorties salles, même un petit film qui va faire 20 000 entrées, il va avoir une petite couverture presse, il va y avoir, Mmh. tu vois, il va y avoir des choses. Petite interview Il y dans a le des JT. dizaines de productions de plateformes dont on n'entend jamais, 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 jamais parler. Et c'est parce que c'est très, très dur de lui donner ce statut. Donc c'est vrai que ça pourrait être Mmh. intéressant. Mais là, on est vraiment dans les hypothèses, parce que sincèrement, je ne connais vraiment pas la stratégie Netflix là-dessus. Mais de se dire, bah, justement, et d'autant que tu le disais, il n'y a pas il y a pas du tout la même chronologie des médias aux États-Unis, de pouvoir proposer, voilà, tu disais, je sais pas, le prochain Batman, un DC ou quoi, qui va sortir en salle, parce qu'ils vont avoir besoin Mmh. de ce tampon de la salle. Et 4 semaines après, voire 2 semaines après, je crois, ça peut, dans certains cas, tu le retrouves sur la plateforme. Donc là, tu peux imaginer que tu as à la fois la salle qui va porter la promotion de ton film et apporter ce qui manque Ouais. aujourd'hui à ces productions. Et, Et et derrière, les gens vont le regarder Et sur la justement, plateforme. le tampon de la salle, comme tu l'appelles, c'est un peu aussi l'enjeu, dont pas mal de gens parlent à Hollywood en ce moment, puisque Netflix n'a jamais caché que la salle n'était pas du tout une priorité. Il ne sort pas ses films en salle, ou alors dans des sorties très, très limitées pour pouvoir concourir aux Oscars dans certains cas. Il y a donc pas mal d'acteurs qui craignent que ce soit, si Netflix venait à remporter la mise sur Warner Bros, c'est un peu le dernier clou, dans le cercueil des salles de cinéma qui sont déjà pas très en forme depuis quelques années. Alors, selon Bloomberg, Netflix se serait quand même engagé dans sa deuxième offre, à maintenir une sortie en salle des films labellisés Warner. Mais pour combien de temps? Pas de fameuse garantie, hein, pour combien de temps elles vont tenir, on ne sait pas. Il y a James Cameron notamment, qui a quand même une voix qui pèse un tout petit peu à Hollywood, qui a évoqué lui un désastre si Netflix venait à l'emporter. Est-ce que c'est un deal qui peut quand même à terme tuer les salles de cinéma ou pas, si Netflix Non, non, je crois. l'emporte? Moi, Non, toi tu y crois alors pas? là, c'est une conviction, hein, Ouais. mais parce que je pense que une fois de plus, tu as. Et d'ailleurs, regardons ce qui s'est passé notamment après le Covid. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu as vu à l'époque, notamment Disney, etc. Et Warner, d'ailleurs, à Mmh. l'époque, avec HBO, Avait tout a retiré, commencé, ouais, à sortir des vrais films ouais, prévus pour la salle et les mettre sur la plateforme. Ça a duré 6 mois, un pas an. bidé. Tout le monde est revenu parce que le modèle économique, pour le coup, ne tenait absolument pas. Mmh. Donc, moi, je répète, je peux me tromper, mais je ne vois pas un monde où la salle ne rentre pas, mais surtout dans l'équation de la notoriété Ouais. et du statut du film pour porter derrière sa promotion. Tu as aussi envie de rassurer James Cameron, Romain? Je ne sais pas si je vais le rassurer avec ça, mais moi j'ai une interrogation. Il y a deux scénarios que je vois se profiler. Si on garde les films issus de ce gros groupe en salle, c'est est-ce que ce seraient des films Netflix, mais qu'on verrait en salle, ou est-ce que ce serait toujours via l'entremise d'un Mmh. studio Warner avec. Où sera la frontière entre Netflix et Warner, sur le ciné, quoi? Bah, oui, parce que mine de rien, même quand, Scorsese nous fait The Irishman, on est sur une colorimétrie particulière, on est sur une sorte de, j'ai pas envie de dire cahier des charges parce que Netflix se défend d'avoir un cahier des charges, Mmh. ou même quand on entend les interviews de David Fincher, il dit qu'il n'y a pas de cahier des charges Netflix. Mais si on nous montre plein d'images de plein de films, issus, de différentes plateformes ou du cinéma, on arrive juste à l'œil, encore aujourd'hui, à voir et à déterminer et sans trop se tromper. Donc, est-ce que ce serait des films Netflix au cinéma? Est-ce que ce serait des films Warner qu'on mettrait après sur Netflix, quelle que soit l'entité derrière Mmh. qui tient les cordons de la bourse? Pour moi, c'est aussi une vraie question, parce que qui dit sortie salle dit aussi, c'est stupide peut-être de penser que comme ça, mais c'est aussi une durée de film, par exemple, qui permet de faire un certain nombre d'entrées. On peut pas avoir un The Irishman qui fait 4 heures, enfin 3 heures et quelques, avec un Scorsese Oui. un petit peu en roue libre par Oui, rapport à ce qu'il oui, peut oui, bien proposer sûr. quand. Voilà, donc C'est un peu le problème, moi, je pense que ce que tu disais tout à l'heure, moi, je me disais, c'est peut-être parce que. Moi, au final, je pense qu'ils n'ont pas tant de cahier des charges que ça. Je pense que si Netflix donnait un cahier des charges à ces grands réalisateurs, à qui, au final, je pense qu'ils donnent carte blanche, je pense que leur film serait mieux réussi.
au final, c'est des films qui manquent de producteurs. Enfin, tu vois, je pense Oui, que c'est plus une question de production. C'est-à-dire que justement, si tu laisses ces réals et que personne les... Parce que même si c'est des génies, je pense qu'il doit... Enfin, oui. Mais il y a peu de films, il y a peu de productions originales qui sont vraiment réussies, qui sont à la hauteur justement de ce qu'ont pu faire tous ces grands réals. D'où une inquiétude. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement, il y a aussi une autre façon d'écrire. Je discutais récemment avec des gens qui écrivent des films ou des séries pour les plateformes, et on n'écrit pas pareil que pour le cinéma, c'est-à-dire qu'on écrit pour des gens qui sont devant leur téléphone, et donc c'est pour ça que nous, souvent, on se rend compte que les séries, on se dit, mais ils nous prennent un peu pour des imbéciles, parce qu'il faut répéter toujours les plot twists, tout ce qui est visuel doit être un peu redit, parce que les gens, on est dans le téléphone. Au cinéma, c'est sûr que ça marche pas. Si on nous répète 14 fois la même chose, au bout d'un moment, on va un peu se dire que le film nous prend pour des abrutis, et on va le trouver pas terrible. On a parlé pas mal du cinéma, un mot quand même sur le streaming, puisque c'est quand même un pan fort de ce potentiel deal. Puisque Warner possède, on l'a un peu dit, HBO Max, qui est une des plateformes les plus qualitatives aujourd'hui, depuis très longtemps, même si elle reste petite en termes d'audience, d'abonnés, etc., en tout cas en France. En cas de rachat, ça ferait aussi peut-être une bonne fusion, non ? La quantité de Netflix, la force de frappe, l'audience de Netflix, fois la qualité et la reconnaissance critique de HBO ? Ou l'inverse. Ou l'inverse. Ouais, un petit peu comme on disait sur le cinéma, on ne sait jamais peut-être qui pourrait... Parce qu'effectivement, HBO reste le label de séries, ce que tu disais aussi tout à l'heure. HBO, c'est ce qui fait qu'on regarde aujourd'hui des séries, qu'on ne regardait pas dans les années 80, on ne regardait pas de séries. Enfin, et donc oui, on pourrait aussi imaginer que ça tire vers le bas. Après, je pense pas, parce qu'aux États-Unis, il faut quand même voir qu'HBO, c'est un vrai label. Ouais. Il y a plus de 50 ans, à la base, c'était le modèle Canal+. Canal+, en fait, a copié HBO qui était créé dans les années 70. Homebox, je crois. HBO, c'est Homebox. Oui, c'est ça, exactement. C'est le cinéma chez vous, quoi. Exactement. Et donc, si tu veux, ça reste quand même un vrai label, une vraie marque. Ils gagnent la moitié des Grammy à chaque fois. Donc, moi, je pense pas. J'espère pas, en tout cas, parce que là, vraiment, ce serait triste. Si ça peut permettre à HBO d'avoir aussi une meilleure interface, ça, c'est plutôt pas mal. Ce serait aussi peut-être, alors c'est sans doute pas la réflexion première, mais ce serait une façon d'un peu faire la nique à Amazon là-dessus, puisqu'aujourd'hui, si tu regardes le marché français, Amazon diffuse quand même dans pas mal de pays HBO via justement des accords de diffusion. Demain, si Netflix rachète l'accord de diffusion, dès que le contrat arrive à terme, finito. Ben non, ça dépend. Et en France, Canal+ distribue Netflix et HBO aujourd'hui. C'est vrai. Donc tu peux te dire qu'en vrai, peut-être ça ne changera rien. Peut-être qu'ils garderaient les... Enfin, là, c'est que sur le marché français, mais je pense qu'ils n'ont pas de religion, à mon avis, par rapport à ça. Pragmatique. Ouais. On verra comment tout ça se passe. Effectivement, il y aura déjà beaucoup d'étapes. Il faut déjà que, 1, Netflix l'emporte, ce qui n'est pas sûr. 2, que l'autorité de la concurrence américaine dise oui. 3, que Donald Trump dise oui. Vous, pronostic, est-ce que c'est Netflix qui gagne ? Oui, non ? Pour moi, c'est Paramount. Paramount ? Parce que je pense que le politique va l'emporter. J'ai du mal à me prononcer sur un vainqueur, mais je pense que le rachat aura lieu. Dans tous les cas. Mine de rien. Il reste une petite porte de sortie. Le patron de Warner maintient un faux suspense, mais pour dire s'il n'y aura pas d'offre, etc., on peut tout à fait continuer. Ils ont un projet de scission de leurs activités. Voilà, pour remettre dans deux filiales différentes les activités de télévision et les activités de cinéma et de studio et streaming. Ça reste possible. Mais toi, en tout cas, ton pari, ce sera vendu. C'est dans l'air du temps, c'est la logique normale. C'est ce qu'on disait en ouverture, c'est qu'on ne peut pas aller contre la marée. Et même si c'est un bouleversement sans précédent, et qui vraiment il peut faire peur, voilà, c'est le sens de l'histoire aussi. Reste à voir si c'est une marée rouge avec un N qui emportera Warner dans son sillage. Réponse dans quelques jours, peut-être ça peut être rapide, quelques semaines. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler si ça se fait. Mais pour terminer, on va rester plus prosaïque et passer à nos séries de la semaine. Garantie 100%, pas Netflix. Voilà, cette semaine, mais garantie 100% Apple TV. Voilà, une plateforme qualitative également, qui pour l'instant s'occupe assez peu de sa rentabilité, et ça nous arrange un peu parce qu'il y a de très très bonnes séries qui, à mon avis, bident complètement sur cette plateforme, mais on est content de les voir. Une d'entre elles qui a sans doute coûté un petit peu d'argent et qui fait pas mal de bruit, Guillaume, c'est Pluribus, la nouvelle série de Vince Gilligan. On en a parlé sur ce plateau. Quel est ton avis de ce que tu en as vu ? Déjà, j'ai vu parce qu'elle est très bien notée sur Sens Critique. Elle a vraiment atteint un niveau de note assez exceptionnel. Alors, elle a commencé à 8,1.
Ok. Et après, au fur et à mesure des épisodes, elle a un peu baissé, ce qui, à mon avis, ira probablement dans ton sens. Aurais-je eu raison? Tout le Écoute, monde. je sais pas. En tout cas, c'est un pitch assez ouf. Alors déjà, pour remettre dans le contexte, c'est Vince Gilligan, Ouais. le papa de Breaking Bad et Better Call Saul. Better Call Saul, top 3 personnel. Donc, inutile de vous dire que j'étais très content aussi de retrouver Rhea Seehorn, qui jouait justement Tout à fait. dans Better Call Saul. Et là, on est sur un pitch, donc on est vraiment sur le high concept assez fou d'un monde où... alors, j'essaie de pas rentrer trop dans les détails, mais en 2 mots, il y a un espèce de truc, on va dire, qui s'apparenterait à un virus, où d'un coup, tout le monde deviendrait un petit peu gentil, formerait une espèce d'entité très gentille. Et il y a quelques personnes, dont une personne, qui n'est pas atteinte par ce truc et qui se retrouve à vivre un espèce de truc totalement surréaliste, puisque d'un coup, tous les gens... Donc déjà, c'est chelou, parce qu'elle se retrouve à des gens qui sont à moitié zombies, mais pas méchants, Mhm. et justement très gentils, et c'est là où il y a vraiment le Renversement par ouais, rapport le truc qui change complètement la donne. Et voilà, ils arrivent en mode est-ce qu'on peut vous aider? Non, partez. Ah, désolé, on s'en va, etc. Donc ça crée des scènes hyper amusantes, enfin hyper décalées. Ça se passe à Albuquerque, qu'on reste toujours dans l'esprit de toute façon de Vince Gilligan. Et voilà, et ça démarre très fort. Alors moi, je me suis arrêté pour l'instant, j'ai vu que les 2 premiers épisodes, mais peut-être qu'on peut se penser que ce type de série hyper high concept, faut qu'elle réussisse à tenir sur quelques épisodes. Et j'ai cru comprendre, toi, Clément, tu penses que ça tient Voilà, pas bon, complètement. je Quoi. vais pas en refaire des caisses, hein. On a fait toute une émission entière sur Pluribus. Allez la regarder, hein, elle est dispo sur YouTube. D'ailleurs, YouTube, vous nous avez gentiment allumé, c'est de bonne guerre. Mais je maintiens mon avis. J'attends encore les 2 derniers, hein, les 8 et le 9. Moi, j'ai vu les 7 premiers. Le 8 et le 9 n'ont pas encore été diffusés. Je les ai pas à ma disposition non plus. Donc, En tout peut-être cas, que c'est ça la changera, série à la mon avis. plus intrigante du moment. Quoi. Ça reste, Voilà, ça reste à je voir. n'irai pas le concept, je n'irai pas l'ambition de Vince Gilligan de raconter quelque chose d'un peu nouveau, même si ça ressemble un peu, Romain, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, ça ressemble un peu à pas mal de choses qu'on a déjà vues, même si il y a ce renversement avec c'est le bonheur, le virus, et pas des morts vivants, etc., où il n'y a pas de danger immédiat pour la personne, ce qui change la façon de raconter l'histoire. Au fond, ça reste des choses type invasion des profanateurs de tombes, voilà, des tropismes de la SF assez classiques. Oui, 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 il y a du Je suis une légende aussi un petit Bien sûr. peu, il y a enfin plus le livre de Matheson d'ailleurs que le film avec Will Smith, mais il y a pas mal de choses que en tant qu'amateur de science-fiction, tu décèles très rapidement. Ce qui change, c'est le ton. C'est-à-dire qu'il y a une urgence, par exemple, dans le pilote, qui est saisissante et qui rappelle certaines logiques de 28 jours plus tard, Ouais. de Danny Boyle. Maintenant, il y a un ton différent et un rythme qui Il y a une réal, quoi. Hein. Ouais, c'est vraiment. quand même. Une touche qui est très différente, très américaine et qui est très propre justement à ce que peut proposer Gilligan d'habitude. Donc, moi, j'ai commencé, je suis curieux. Je ne sais pas si c'est un concept qui tient sur. Voilà, j'aurais aimé que ce soit une mini-série et c'est déjà Il y a renouvelé. 9 épisodes, c'est C'est beaucoup. déjà renouvelé? Ouais, c'est ça qui me fait un peu. Ça a été un peu renouvelé peur. avant même que ce soit démarré. Donc à quel point ils y croyaient. Je pense qu'Apple a investi beaucoup d'argent pour faire venir Vince Gilligan et lui. C'est un vieux concept qu'il avait en tête depuis longtemps. Donc peut-être qu'aussi il a fallu financer ce concept, etc. C'est aussi une façon de l'attirer en lui disant tiens, écoute, on va financer ton concept, etc. Que personne peut-être ne voulait. On ne connaît pas forcément les coulisses de ce deal, mais bon, il y a 9 épisodes. Par ailleurs, c'est quand même une série qui est assez longue. 9 épisodes d'une heure aujourd'hui sur une plateforme, c'est assez long avec une saison 2, etc. Bon. Encore une fois, peut-être que le 8 et le 9 vont tout changer et que ce sera la série de l'année et que je battrai ma coulpe devant vous en direct. Je vous le promets. Mais j'aime bien ce que ça peut raconter aussi de cette espèce d'injonction au bonheur aussi, Ouais. la société moderne. Enfin, je trouve Oui, qu'il y a plein oui, de non, choses à raconter quand même. Il y a des choses bien. Hein. C'est voilà, il y a peut-être des temps un peu des ventres mous, comme on dit. Voilà, Mais en tout cas, c'est à mon avis, un intéressant. très très gros ventre, un peu trop gros quand même. Mais on en reparlera quand ce sera terminé. En tout cas, vous pouvez aller la voir. Pluribus, c'est donc sur Apple TV, toujours en cours de diffusion en ce moment. Et on va rester donc sur Apple, Romain, pour notre deuxième reco. C'est la série So British, Down Cemetery Road. Eh bien, tu l'as prononcé. Voilà, Cemetery Road, il faut le faire à la poche peut-être. Ça m'évite de le faire. Non, oui, je voulais parler de cette série parce que je fais partie des nouveaux adeptes d'une autre série à succès de Apple TV qui s'appelle Slow Horses. Une série qui, pour moi, en plus, est meilleure chaque saison qui passe. Les producteurs de Slow Horses, pour faire patienter tout ce petit monde, a proposé récemment, là, il y a quelques semaines, cette série, donc Down Cemetery Road, qui est une série quand même avec Emma Thompson en rôle titre. Alors, elle n'est pas toute seule, hein, évidemment, puisqu'on retrouve aussi, je mangeais son nom, mais je vais Russ Wilson, voilà, excuse-moi. Tout à fait. On est surtout sur une adaptation du même auteur. Ok.
et on est sur les mêmes producteurs. Ce qui fait qu'on retrouve tout de suite une ambiance particulière. Tu le disais, une ambiance british. Là, on est sur une sorte de complot qui lie l'État anglais avec le royaume, avec Couronne même. la couronne, avec les services secrets, etc., etc. Donc on n'est pas perdu quand on est fan de Slow Horses. Ce qui change, c'est que au lieu de Gary Oldman, on a Emma Thompson, mais qui a un rôle un petit peu similaire, quelqu'un de très aigri, avec beaucoup de cynisme, d'autodérision. Alors beaucoup plus classe quand même que le personnage de. Elle n'a pas les cheveux gras et filandreux. Non, mais elle a ce ton-là si particulier, l'art de la punchline voilà, c'est une modernisation assez intéressante, je trouve, du mythe du détective privé. Ouais. Voilà, on n'est pas dans un néo-noir, hein. On est dans quelque chose de beaucoup plus social britannique, mais avec un twist, puisqu'on a voilà, cette lutte de deux personnages aux prises avec une tentative de vraiment couvrir des petits débordements commis au plus haut sommet de l'État. Et bah ça donne très envie, et donc je le répète puisqu'il n'y a que moi qui m'y risque, ça s'appelle donc Down Cemetery Road et c'est en cours donc sur Apple TV. Merci Romain pour cette reco. Je rappelle qu'on peut t'écouter parler de séries chaque semaine dans le podcast Originals. Tout à fait. Sur British aussi. C'est dispo sur toutes les plateformes d'écoute. Ça sort quel jour, rappelle-nous? Ça sort le vendredi à 17h, 40 minutes pour savoir quoi regarder. Ça parle de toutes les exclus de plateforme, donc ciné-série. Et ben voilà, allez écouter en complément d'épisode suivant le mercredi, Originals le vendredi, comme ça vous êtes au clair pour le week-end. Et merci Guillaume, cofondateur, donc je le rappelle, de Sens Critique, qui vient, je le disais, on va en toucher un mot, qui vient de s'offrir une toute nouvelle application. Il y en avait une, mais qui était perdue, on va dire, on va l'oublier. Voilà. C'était un essai. Là, il y a une vraie belle application qui vient de sortir. Dis-nous-en un mot. Eh ben, écoute, on est très content. Effectivement, on a lancé cette nouvelle application il y a 2 jours. Tu le disais, donc on avait une vieille application qui marche pas bien, et voilà, etc. C'est un long travail. Ça nous a pris 2 ans parce qu'on a aussi repensé beaucoup de choses par rapport à Sens Critique aussi. Les habitués verront que le site a aussi évolué avec un nouveau logo, une nouvelle DA, etc. Sur pas mal de choses. Et dans cette nouvelle application, on retrouve les basiques de Sens Critique. On ne retrouve pas toutes les fonctionnalités, mais en revanche, ajouter, mettre de côté dans ses envies, noter, etc. Mais on ne peut pas encore critiquer et autres. Et la nouveauté aussi, c'est que maintenant, on fait ressortir les films et les séries qui sont bien notés par notre communauté. Donc, suite à tes recommandations, ils viennent chez nous pour valider définitivement si la note est suffisamment bonne ou pas. Et voilà en 2 mots. Voilà, donc une bonne appli aussi pour trouver des idées de séries, de films à regarder et puis pour aller les noter. Soyez sévère avec Pluribus, hein. N'hésitez pas à envoyer de la mauvaise note. En général, ils sont, chez nous, tu sais, ils sont plutôt sévères. C'est vrai que sur Sens Critique, les gens sont on n'a pas la réputation des des aiguisés. Voilà, après, j'arrête sur Pluribus parce qu'après on va dire que je m'acharne et que c'est pas bien. Allez regarder Pluribus. Et téléchargez donc l'appli Sens Critique. Écoutez Originals. Merci messieurs d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et si vous êtes arrivés vous en cours de route, l'émission elle est à rattraper évidemment en replay sur Tech & Co, le site, sur YouTube aussi évidemment et sur toutes les plateformes d'écoute. Vous avez l'habitude maintenant. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant.